On espère que vous êtes bien réveillés. Si ce n'est pas le cas, sachez que vous allez avoir la pêche dans quelques instants, car nous, on s'occupe de vous toujours en compagnie de l'autre moitié de la cola. Eh oui, on peut maintenant former la cola. Bien dormi, Alix? Ça va, ça va. Ok, on espère que chez vous aussi vous avez bien dormi. Vous aurez aujourd'hui Code citoyen digital. On parlera droit forcément avant la fin de cette émission. Et sans plus tarder, la couleur du temps est le premier point de l'actualité. Bonjour mesdames et messieurs. La présence de vent humide sur la bande centrale diminuera les effets de l'harmattan. Le nord du pays restera sous un temps sec et poussiéreux, également brumeux. Le sud forestier et le littoral observeront en début de matinée du brouillard ou de la brume humide qui se dissipera par la suite pour laisser un temps partiellement nuageux et ensoleillé. Côté température, nous aurons 26 degrés à Abidjan, 25 à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou et Boaké, 23 à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 18 à Korogo, 16 à Mans et à Oudine, 24 degrés pour San Pedro, Sassandra et Tabou et 22 degrés à Yamoussoukro. Les vents humides souffleront jusqu'au nord du pays. Le temps sera chaud et relativement sec au nord de la Côte d'Ivoire. Dans la bande centrale, le temps sera ensoleillé. Après un début de période ensoleillée, le sud forestier et le littoral observeront des formations d'orages isolées avec parfois des averses de pluie liées à la brise, notamment dans le sud-est. Au cours de l'après-midi, les températures afficheront 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 35 à Bondoukou et Boaké, 34 degrés à Daloa, 36 à Dimbokro, 33 à Gagnoa. La région du Poro affichera 36 degrés, 34 degrés à Mans, 36 à Oudine, 32 degrés pour San Pedro et Sassandra, 31 degrés à Tabou et enfin 35 degrés à Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour ce bulletin météo. Merci pour votre aimable attention. Agréable journée à tous. Bonjour à tous. Après le basculement de 8 à 10 chiffres dans la téléphonie, des abonnés font face à plusieurs difficultés. Des applications censées faciliter la sauvegarde des répertoires ne fonctionnent pas comme il se doit, selon eux. Cheikh Koné, notre reporter, a donc rencontré les acteurs. Regardons. Le passage de la numérotation à 10 chiffres est effectif depuis le dimanche 31 janvier dernier. Si l'opération est jugée satisfaisante, cette opération s'est très bien déroulée. Tous les opérateurs ont respecté le programme qui a été établi et nous avons réussi le basculement. Les avis des abonnés sont toutefois mitigés, moins de 48 heures après l'opération. Moi, ça ne m'a pas fatigué. Honnêtement, ça ne m'a pas fatigué. J'ai téléchargé le logiciel et puis bon, j'ai suivi les instructions et puis tout a changé sur mon téléphone, quoi. Bon, ça ne me fatigue pas, ça nous arrange. Aujourd'hui même, j'ai essayé d'appeler plusieurs numéros, les collègues, ça passe. Il y a eu des désagréments, naturellement, parce que c'est la première fois. On a un souci avec le WhatsApp. Actuellement, on a perdu pratiquement tous les noms qui sont sur nos contacts. Bon, c'est les numéros seulement qui apparaissent. Parce que ce numéro-là, on a des difficultés. Voilà. Donc c'est un peu... Ça, sinon, pour l'instant, ça va. Relativement à ces plaintes de plus en plus nombreuses, les développeurs et opérateurs mobiles expliquent l'origine de ces difficultés techniques. La migration a observé quelques petits désagréments, donc, en particulier avec WhatsApp, qui est dû à une petite incompréhension sur le fonctionnement même de WhatsApp. C'est-à-dire, juste après la migration, quand ces personnes ont choisi de convertir leur numéro à 8 chiffres à 10 chiffres, WhatsApp n'étant pas encore mis à jour pour prendre en charge les numéros à 10 chiffres, l'application a naturellement affiché certaines conversations comme étant anonymes, c'est-à-dire sans le nom.
Mais pour ces personnes-là, ce que je peux dire, c'est qu'elles peuvent se montrer patientes. WhatsApp a déjà préparé une mise à jour qui normalement devrait être disponible. Et avec cette mise à jour-là, les noms dans les conversations seront rétablis. Ceux qui reviennent vers nous, on essaie de voir exactement comment est-ce qu'on peut les assister, les accompagner. Et c'est cet effort que nous faisons aujourd'hui. Et pour nous, c'est aujourd'hui l'une de nos préoccupations. Comment est-ce qu'on peut aider ceux qui ont eu des difficultés? Le régulateur rassure. Les contacts sont bien là et nous les retrouvons. Voilà, ce n'est pas perdu. C'est juste un déplacement, c'est aller se loger dans une corbeille. Et donc, avec la démarche qu'on propose aux consommateurs, ils les retrouvent immédiatement. On en a retrouvé plein pour d'autres. Ce n'est pas perdu. Les sites internationaux de paiement et achats en ligne sont aussi touchés par ces perturbations. Selon les premiers responsables de la RTCI, cette situation va connaître une issue heureuse les heures qui suivent, après une mise à jour intégrale de ces sites. Mise à jour également dans l'audiovisuel. Le signal analogique fait place à la télévision numérique terrestre à Korogo. Ceux qui n'auront pas de kit TNT n'auront tout simplement pas d'image sur leur poste téléviseur. Ami Sissoko. La migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre TNT est désormais effective dans le Poro. La société ivoirienne de télédiffusion IDT, structure en charge du déploiement du réseau et de la diffusion des chaînes de la TNT, a procédé à Korogo à l'extinction du signal de la télévision analogique dans cette région. Au lieu d'aller payer 10 000 francs, si j'ai la chaîne là, je vois plusieurs chaînes cadeaux. Donc, ça me plaît beaucoup. Ça me permet d'économiser. Avec la TNT, la population dispose de 7 chaînes gratuites et sans abonnement, à savoir RTI 1, RTI 2, RTI 3, NCI, A+ Ivoire, Live TV et 7 Info. À ces 7 chaînes s'ajoutent 2 bouquets payants Easy TV et StarTime. Avec la TNT, vous bénéficiez d'une meilleure qualité d'image et de son. Avec la TNT, vous avez la télévision, même en cas de pluie et d'orage. Avec la TNT, vous pouvez par exemple enregistrer vos programmes et les regarder ultérieurement. Il était devenu impérieux de procéder à l'arrêt des émetteurs analogiques, devenus aujourd'hui obsolètes et onéreux dans leur exploitation. Pour preuve, les pièces de rechange de ces équipements ne sont plus fabriqués pour la plupart. Pour recevoir la TNT dans les foyers, il faut un poste téléviseur, un décodeur et une antenne UHF. Le décodeur est à 10 000 francs CFA et l'antenne à partir de 4 500 francs. Plusieurs points de vente de kits TNT sont installés dans toute la région qui a déjà un taux de couverture de plus de 70%. Il suffit d'appeler au 1307 pour avoir l'intégralité des points de vente. Un incendie s'est déclaré hier dans l'enceinte de la prison de Mans. Les pompiers civils ont maîtrisé le feu. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels, pas de perte en vie humaine ni de blessés, nous apprend notre correspondante à Mans, Ève Boué. Le feu a ravagé uniquement le bâtiment des femmes. L'incendie dû à un court-circuit. Les autorités judiciaires, avec à leur tête le procureur de la République, ont fait le constat. Un important détachement des FDS est sur place pour assurer la sécurité. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7h, Dieu voulant. Tout à fait, et Dieu voudra. Nous sommes là avec beaucoup de plaisir et on vous retrouvera à cette heure précise. Pour l'heure, chers téléspectateurs, il faut quand même se dépenser en ce deuxième jour de la semaine. On vous invite en compagnie de la coach Marie-Noël à d'effectuer quelques exercices de gainage. Il faut rester svelte, c'est bien. Et oui, portez-vous aussi bien, coach Marie-Noël, avec elle aujourd'hui. C'est bien des exercices de gainage. On espère que vous avez bien pris note et vous avez bien regardé ces exercices à faire à la maison le matin. Pourquoi pas, histoire d'être en forme pour bien commencer la journée, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Et nous, on a la pêche ici. On espère que vous recevez au travers de vos tubes cathodiques ces bonnes ondes-là que nous vous distillons pour ce matin. Alors, il est déjà installé, il est aussi bien réveillé, il a lu les journaux pour vous déjà très tôt le matin, sinon dans la nuit, c'est monsieur Renaud Kobia pour vous apporter sa revue de presse.
Minuit 35, le réveil pour lui. Et il est là pour les infos avec la revue de presse. Ben oui, bonjour Renaud. Bonjour. Ça va bien? Ça va, super. On commence avec les candidats non retenus sur la liste électorale provisoire pour les législatives du 6 mars prochain. Eh bien, la période de réclamation est ouverte. Oui, le Conseil constitutionnel a ouvert la période de réception des recours des candidats dont les dossiers ont été rejetés par la Commission électorale indépendante à l'occasion de la publication de la liste électorale provisoire pour le scrutin législatif. Et cette période s'étend du 1er au 8 février 2021. Et au terme de celle-ci, l'institution juridique donnera son verdict pour toutes les réclamations qui lui auront été adressées. Et on reste sur le même sujet. La bataille pour le contrôle de la capitale économique de la Côte d'Ivoire sera serrée au niveau des élections législatives. Oui, tout à fait. Et Fraternité Matin s'interroge à ce sujet en barrant à sa une élection législative entre le RHDP, le PDCI, EDS, FPI ou l'UDPCI, qui remportera la bataille d'Abidjan. Pour permettre de mieux apprécier la situation, le journal pro-gouvernemental fait une analyse des forces en présence et indique les circonscriptions où des leaders de l'opposition vont s'affronter. Et on en parle encore après la publication de la liste provisoire des candidats retenus pour les législatives. Eh bien, le RHDP prône l'union de ses cadres. C'est cet appel à l'union de toutes les forces vives du parti au pouvoir que relaie le Patriote avec ce titre. Législatif du 6 mars, candidat indépendant, il n'est pas trop tard. À travers ce titre, le confrère invite les candidats qui n'ont pas reçu le parrainage du RHDP et qui ont décidé de compétir en indépendant à rejoindre ses rangs. Le journal proche du parti au pouvoir souligne au passage pourquoi la discipline au sein du parti doit l'emporter sur les intérêts personnels. Et sur ce point à venir, on pourrait parler d'un remake, l'utilisation illégale de son logo par le RHDP. Le PDCI saisit la commission électorale indépendante. Oui, le parti d'Henri Konan Bédié exige le retrait de son logo de la bannière du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il a adressé à cet effet un courrier de dénonciation à la commission électorale indépendante. Dans ce document qui est à retrouver dans le nouveau réveil de ce jour, le vieux parti, selon le confrère, s'insurge contre cette situation qui, à l'en croire, crée la confusion chez certains de ses militants. Et on change carrément de sujet. On parle de numérotation téléphonique en Côte d'Ivoire. De nombreux désagréments ont été signalés. Oui, c'est ce que révèle l'intelligent d'Abidjan. Selon le confrère, de nombreux consommateurs et associations de consommateurs racontent les difficultés rencontrées après le passage de 8 à 10 chiffres de la numérotation téléphonique. Et à en croire l'intelligent d'Abidjan, devant cette situation, l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire se veut rassurante tout en mettant tout en œuvre pour lever ces difficultés. À lire dans l'éléphant déchaîné de cette semaine, une affaire rebondissante qui a eu pour cadre le palais de justice du Plateau. Oui, cette histoire concerne 4 Italiens et une Ivoirienne accusés de trafic de stupéfiants qui comparaissaient le mois dernier devant le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Et à en croire l'hebdomadaire, lors de leur comparution, les 5 accusés ont déclaré qu'ils ne répondraient à aucune question en l'absence de leurs avocats qui avaient quitté la salle en guise de protestation. Cette situation, selon l'éléphant déchaîné, a paralysé le tribunal de première instance ce jour-là. Et on termine avec l'Inter qui nous emmène dans un voyage assez particulier à la découverte des mammifères semi-aquatiques. Oui, ces mammifères, ce sont les hippopotames qu'on retrouve dans les fleuves Nzi et Bandama et ceux dans la localité de Undusi. Le confrère nous emmène sur les traces de ces animaux grâce à un reportage de Marcel Aka qu'il réédite dans son numéro de ce jour. Et à travers cette enquête, l'Ebony 2020 nous dit notamment que ces animaux protégés dont la population grossit très rapidement sont devenus une menace pour les populations de cette zone. Et on espère que les autorités pourront trouver des solutions pour protéger et ces espèces aussi qui sont en voie de disparition et les populations qui doivent vivre dans la quiétude. Merci. Oui, parce que ces animaux-là traumatisent les populations. Ah oui, à l'instar de l'éléphant Mohamed et son frère se baladent un peu partout. Et on sent que Marcel Aka est bien inspiré. Oui. En tout cas, c'est l'un des reportages qui lui a valu dans la beuverie. Ebony 2020, oui. qui a été réédité. Elle n'a pas le choix d'être inspirée. C'est toute la couleur de la voiture. Enfin bref, on poursuit. Bon, là, on parle d'autre chose. Moi, je parlais de son reportage. Sinon, elle peut passer l'inspiration à d'autres personnes. Bon, voilà pourquoi pas, c'est ouvert. Il y aura Ebony 2021. Oui, bien évidemment. Merci à vous, Renaud. Merci. Bonne journée. À demain.
Alors, nous, sans transition aucune, sinon celle peut-être du jingle, on va recevoir avec voilà, grand plaisir le chef Riyad qui est là ce matin dans la thématique ou sinon dans la partie du petit-déj. Il a une belle proposition et je suis sûre que Thierry va se régaler et prendre de l'énergie pour la suite de cette émission. Et oui, l'une des parties très importantes aussi de cette émission, bien sûr, c'est le petit déjeuner. Nous sommes avec chef Riyad qui nous propose aujourd'hui des beignets. Bonjour, chef. Bonjour. Vous allez bien? Oui, tout va bien. Ok, bienvenue. Bonjour, Merci. chef. Vous êtes bien réveillé? Oui, tout va bien, bien sûr. Vous vous réveillez tôt, hein, chef? Oui, normalement. Tous les chefs sont comme ça. Non, parce qu'avec la position aux hanches, on se dit peut-être qu'il y a un peu de fatigue. Vous avez exercé quelques petits mouvements ce matin? Oui, on fait un peu de sport le matin. Ah oui, c'est vrai que dans les cuisines aussi, on court quand même, de toute façon. Oui, bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi comme proposition? Donc aujourd'hui, on a fait les beignets tunisiens. C'est ftaï. Ça ressemble aux beaux photos chez vous ici. D'accord. Donc c'est la même préparation. Donc nous, on fait la farine, on fait la levure. Avec des œufs, on mélange avec du lait. On peut manger simple, et en même temps, on peut faire des œufs dedans. Donc, on peut faire des œufs, et on coupe, et on trempe dans le sucre, on mange, on donne le miel, et on mange. Donc, ça rassaisit, c'est très bon pour la santé, c'est bien. D'accord. Alors, vous avez donné les ingrédients, mais le procédé pour avoir cette belle galette, finalement, c'est un beignet? Bon, c'est un beignet tunisien, donc les compositions, c'est de la farine, des œufs, avec, on mélange avec du lait, et on met la levure chimique et la levure boulangère. Donc on laisse reposer un peu, on fait des boules, après on frit. On frit dans bain d'huile, donc normal. Et on peut, comme j'ai dit, on peut mettre des œufs, on peut manger simple aussi. Okay. Donc, combien de temps de cuisson? Le temps de cuisson, ça, il faut avoir un feu doux. Donc, il faut voir le temps de... Ça moi j'aime bien mélanger les recettes tunisiennes et ivoiriennes. Il y a un grand mélange qu'on peut faire, des beaux trucs. Comment vous faites le mélange? À partir de bon, ça ressemble aux beaux photos. Oui, aller-retour. Oui, c'est ça, c'est aller-retour, donc les boules que tu prends et tout. Donc... c'est la même composition, presque. À part les œufs, on peut utiliser autre chose? Non, à part les œufs, on ne peut rien faire. Que les œufs? Donc, on peut manger simple. Ça va être comme ça. Ouais. On trempe dans le sucre et on trempe dans le miel. Et c'est tout. Moi, je suis curieux. Là. Les œufs, donc... À quoi ça ressemble? Je sais qu'on va dire que je mange beaucoup dans cette émission. Oui, mais non, il faut se faire plaisir. Hein, j'ai mis le gel main, donc bon, je prends déjà ce que vous avez. Oui. Donc, il faut tester avec le sucre, il faut tester avec le miel. Le miel, c'est le miel de la brousse. Donc, c'est ivoirien, c'est 100% ivoirien. C'est bio. Oui. C'est du bio. Alors, chef Riyad, pour les œufs, on a un goût salé ou un goût sucré finalement, ou c'est sucré-salé? Bon, pour les œufs, bon, j'ai oublié de vous dire, quand on met les œufs, on met un peu de sel, bien sûr. D'accord. Un peu de sel, un peu de poivre. Donc, c'est pour donner le... Ouais, très bon goût. Avec un très bon verre de lait, ça va être un très bon petit déj. C'est beaucoup de calories le matin. Oui, bien sûr. Bon, le matin, il faut bien manger. Ça, le petit déj, c'est très important. Donc, il faut bien manger le matin et ça va rassaisir pour terminer toute la journée en beauté. Donc. Et là, tel qu'on voit, c'est clair que ça a été frit à partir d'une matière grasse. Oui, bien sûr. Mais ça n'a pas l'air gras du tout, Thierry. Non, pas vraiment. Et comment on fait pour ne pas que l'huile puisse rester... Bon, il faut d'abord laisser la pâte reposer bien. Donc, combien de temps pour reposer? Oui, c'est entre le premier mélange, c'est une demi-heure. Après, on fait des boules. On laisse reposer 15 minutes. Après, on va façonner parce que c'est des boules. Donc, on va façonner. Et le temps qu'on va mettre dans l'huile, ça va prendre 15 minutes. Donc. Et pour frire, tout dépend, 30 secondes, 1 minute. Tout dépend de la température d'huile que tu as. Donc, c'est simple. Et quand on regarde les œufs, c'est pas trop cuit. Oui, les œufs, bon, ça, c'est... C'est les goûts. C'est les goûts. On peut avoir bien cuit. On peut, Et je vois que le blanc de l'œuf
Mais le jaune, il est là aussi, c'est l'œuf entier. C'est un œuf quand tu fais la pâte, c'est en boule, tu vas mettre dans le bain d'huile. Donc, ça va faire comme si c'est... Un espace au milieu. Oui, un espace au milieu. Hop, toi, tu profites, tu mets ton œuf. Un peu de sel, un peu de poivre. Et tu suis avec ton équimoire pour donner un peu d'huile. Ça va cuire. Donc, pour les œufs, chacun a son choix. Oui, généralement, bon, il faut mieux manger que le jaune qui coule et tout. Ça se mange chaud. Si c'était chaud, vraiment, ça va avoir un autre goût. Oui. Donc, c'est chaud, avec avec le sucre, avec le miel, ça va donner vraiment... C'est un autre aspect, c'est un autre goût. Et la dénomination, ici en signature, est-ce que vous nous avez même donné, ça s'appelle le fataïr. Oui, ça, c'est le ftaïr. C'est les beignets tunisiens, ftaïr. Le ftaïr. Oui, le ftaïr. D'accord, c'est la bonne prononciation. Oui, il y a plusieurs déclinaisons aussi. Des fois, on en voit avec des légumes ou du poisson ou de la viande. Ça, c'est ivoirien. Moi, j'ai mangé ça avec du poisson, avec des légumes. C'est un mélange. Donc, je profite sincèrement de manger. Donc, c'est quelque chose de très bien. Et pour moi, je vois que la gastronomie et tous les recettes, c'est un voyage. Donc, sûrement, après, il y aura un point commun. Oui. Mais les manières changent. Il y a plein de trucs que je vois dans toutes les cuisines du monde que ça ressemble, quoi. Donc, c'est la même chose, presque. Mais la façon, la manière de présentation et tout, ça change. Et les ingrédients? Mais les ingrédients, c'est les mêmes. Il y a nos ancêtres, peut-être, ils ont changé des idées. Comme nous aussi, on change les œufs, on a ajouté. Donc, c'est la cuisine. C'est pas une science fixe. C'est de la créativité, c'est ça. C'est évolutif, effectivement. Oui, bien sûr. Et pour ce genre de repas, on le prend le matin? Oui, généralement, on le prend le matin. Uniquement, on le prend le matin. On peut le prendre en goûter aussi, oui, pour les enfants et tout. Oui. Mais généralement, c'est les matins, le matin tôt, donc entre 4h et 10h du matin, donc quand il fait froid, parce que chez nous, il fait vraiment froid, donc tu prends ça. Et comme il a dit, avec un verre de lait? Oui, avec un verre de lait. Donc le petit déjeuner, c'est... Il y a plusieurs variétés de petits déjeuners, donc chacun a son choix. Il y a même ceux qui boivent un café, c'est pas bien, ils sortent. Donc, mais il doit profiter. Il faut avoir un petit déjeuner consistant. Oui, bien sûr. Même les nutritionnistes précisent bien qu'il faut bien manger le matin. Donc, et c'est indiqué pour tous les âges. Tout le monde peut consommer sans risque. Bien sûr, c'est très bon. Donc, Ah oui, c'est très bon. Ça, je tiens à vous dire, j'ai goûté là tout à l'heure, là. Surtout avec le miel, ça a un goût particulier. Avec le miel, c'est assez... Vraiment, voilà. Merci pour cette belle proposition, chef Riyad. Merci. On a eu ce fatier, c'est ça? C'est le ftaïr. Le ftaïr. On va prendre des cours aujourd'hui. C'est les beignets tunisiens. D'accord, le ftaïr qui nous a emmenés à Tunis. Et on revient à Abidjan. On vous dit merci. Et nous, on part pour notre petite capsule WhatsApp. Shalom matin bonheur, je me nomme Palais Sansan Félix. Moi quand je me réveille le matin, je dis merci à Dieu de m'avoir gardé durant la nuit. Ensuite je prends ma douche et après je médite sur le psaume 23, le verset 6. Voilà, après ça je prie pour confier ma journée à Dieu. Voilà, et ça presque là que je sors de la maison. Voilà, c'est comme ça débute ma journée. Ouais, Dieu est toujours à la première place. Merci. Voilà, eh bien, c'était à l'instant WhatsApp, les appels WhatsApp. Vous nous emmenez comme ça vos différentes vidéos. On essaie de voir ce que vous faites le matin lorsque vous vous réveillez. Alors, quelques informations. Nous vous rappelons que nous sommes le 2 février. Et oui, février va aller très vite aussi, comme janvier. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler des théophanes qui sont célébrés partout dans le monde. Et pour les prénoms du matin, on part à Djibouti. Et lorsque vous avez une fille, vous pouvez l'appeler Safa, qui signifie le rocher.
Tout à fait. Et pour les garçons, c'est Hugo, qui veut dire intelligence. Voilà, pour ce 2 février 2021. On a aussi d'autres informations, notamment la journée mondiale des zones humides. Étangs, lagunes, marais, salons, ruisseaux, les zones humides ont leur journée mondiale. Et c'est aujourd'hui, 2 février, jour anniversaire de la Convention sur les zones humides, la Convention de Ramsar, du nom de la ville d'Iran, où elle a été signée le 2 février 1971. Et dans quelques instants, on recevra nos invités. Bref regard sur l'actualité internationale. Bienvenue, bonjour à tous, si c'est seulement maintenant que vous nous rejoignez. Le chef de la diplomatie vaticane, Pietro Parolin, a conclu hier sa visite d'État au Cameroun. Dimanche, il s'est donc rendu à Bamenda, une première pour une personnalité de haut rang depuis le déclenchement de la crise anglophone. L'Église catholique compte jouer le rôle de médiateur au Cameroun. Au Congo, Brice Guy Parfait Kolela, 60 ans, qui entend libérer les énergies et les esprits, a été investi candidat hier par l'Union des démocrates humanistes, sa formation politique. Il sera candidat au même titre qu'Albert Onyangué, 66 ans, un ancien officier de l'armée, ex-aide de camp du président Denis Sassou Nguesso, qui se présente pour un 4e mandat. L'Algérie a lancé sa campagne de vaccination samedi contre le Covid-19 à Blida, épicentre de la pandémie dans le pays en mars 2020. Avec le vaccin russe, la vaccination doit être accessible en priorité au personnel médical, aux personnes âgées ainsi qu'aux patients atteints de maladies chroniques avant de s'étendre dès dimanche, au personnel de sécurité et de la protection civile, au secteur de l'enseignement, aux imams, aux responsables politiques et aux journalistes. Réaction. C'est le moyen de se protéger pour le moment. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est le vaccin. Espérons qu'il sera efficace parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents. Ils attendent que les premiers soient vaccinés pour voir les effets secondaires et tout. Il faut qu'il y ait des premiers. La stratégie vaccinale que nous avons adoptée, c'est une stratégie modulable et flexible. Donc nous pouvons l'améliorer au fur et à mesure de manière à toucher toutes les populations ciblées. En Suède, plusieurs personnes ont été blessées hier soir dans une altercation et une fusillade présumée. Des témoins qui ont appelé les secours ont précédemment indiqué qu'une dispute avait éclaté avec des échanges de tirs présumés. Le contexte de l'incident reste inconnu. Au lendemain du coup d'État militaire et de l'arrestation de la dirigeante Aung San Suu Kyi, l'emprise de l'armée sur la Birmanie reste ferme. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir une réunion d'urgence ce matin. Les multiples condamnations internationales restent sans réponse des généraux. L'armée n'a divulgué aucune information sur le lieu de détention de l'ex-dirigeante, du président et des autres responsables de la LND interpellés. Le contrat pharaonique de Lionel Messi qui ruine le FC Barcelone. Sous ce titre, le quotidien espagnol El Mundo révèle que la superstar argentine du Barça devrait toucher plus de 555 millions d'euros, soit plus de 360 milliards de francs CFA de revenus bruts entre novembre 2017 et juin 2021. Au total, toujours selon El Mundo, Messi toucherait, après impôts et cotisations, autour de 297 millions d'euros nets. Au sein de ce contrat existent des primes en tout genre, notamment des objectifs sportifs. La Pulga percevrait ainsi une prime de 4,7 millions d'euros en cas de victoire finale en championnat. Selon les calculs, cela amènerait ces émolutions quotidiennes à plus de 380 000 euros bruts par jour, soit 247 millions de francs CFA. Des chiffres qui donnent le tournis. Merci de votre attention. Excellente journée à vous. Merci beaucoup à Régis. J'ai dû me concentrer parce que oui, le tournis, je l'ai eu 360 milliards, 280 millions d'euros. Alix, dis-moi un peu rapidement si tu as ça. Qu'est-ce que tu fais?
Il y a plein de projets à mettre en place. On vous les dévoilera bientôt parce que je crois que mon gestionnaire me dira que je ne suis pas loin de ces chiffres-là. Tout en te raquettant un peu. Merci beaucoup à Régis. Merci à vous, Régis. Alors, nous, on va poursuivre. C'est vrai qu'on ne va pas exposer le cash ici, mais au travers de ces conseils que vous allez recevoir avec notre invité dans la thématique, sinon la chronique, qu'est-ce que j'ai? Je suis pressée à arriver à la thématique, sinon la chronique digitale, vous aurez beaucoup plus de clients avec LinkedIn. Voilà, c'est aujourd'hui LinkedIn qui passe sur notre clavier pour la thématique digitale. Il est avec nous, eh bien, on retrouve notre latin, oui. Oui. Monsieur Barthélemy Gué-Conan, avec lui, on parle de LinkedIn aujourd'hui, votre partenaire dans la recherche de clients. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angeval, bonjour Alice. Bonjour, monsieur Barthélemy Gué-Conan. Alors, on commence, hein, mais avant tout propos, il faut quand même nous dire c'est quoi LinkedIn? Alors, LinkedIn attend au réseau social, donc c'est il occupe la 13e place au niveau des réseaux sociaux les plus utilisés au monde. C'est une entreprise fondée en 2002, donc en décembre 2002 par deux amis, qui a été rachetée en 2016 par Microsoft. LinkedIn en Côte d'Ivoire, ça a un peu plus de 700 000 utilisateurs, donc qui se classent en 2e position sur les réseaux sociaux les plus utilisés en Côte d'Ivoire, après Facebook évidemment. Donc, imaginez un peu, LinkedIn représente une espèce de gros salon où vous avez 700 000 personnes qui sont des professionnels, soit des directeurs d'entreprise, des commerçants B2B, des freelancers, donc des agents de formation et tout ça. Donc, c'est de voir comment vous pouvez utiliser cette panoplie d'acteurs professionnels et trouver vos clients. Vous êtes dans le milieu, vous avez parlé de place tout à l'heure, 13e place dans le monde. C'est ça, oui. 40e place en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vraiment utilisé chez nous, ici, dans notre pays? Oui, c'est utilisé, c'est un puissant outil donc, qui est utilisé comme un outil de recherche d'emploi. Mais sa vocation première, c'est de mettre en relation donc on va dire les opérateurs économiques, les freelancers, les personnes qui recherchent donc des clients avec des potentiels clients. Donc il y a en Côte d'Ivoire, on parle de 17 minutes passées sur LinkedIn par jour en moyenne. Et ce qui est bien, c'est que c'est des professionnels qui sont dessus. Donc si moi, mon activité, c'est de rechercher des clients, je prends peut-être l'exemple d'Ali qui serait peut-être une organisatrice d'événements. Ces clients, donc ces premiers clients, ce serait peut-être dans les entreprises, les personnes qui font les événements, soit les directeurs marketing, donc les directeurs achats. Donc c'est sur ces réseaux-là que pour retrouver ces personnes-là, quand on sait que dans la vie de tous les jours, avoir le mail d'un directeur, par exemple des achats, ou alors peut-être le directeur de la RTI, ce n'est pas évident. Mais sur LinkedIn, si je tape le nom du directeur de la RTI, même que le directeur de la RTI, son nom peut sortir, je peux avoir accès à ses mails et lui envoyer, j'ai envie de dire, une proposition si éventuellement j'ai des offres. Donc oui, il n'est pas super utilisé comme à l'image de Facebook, mais il est utilisé dans le domaine professionnel et pour des personnes qui sont, j'ai envie de dire, qui sont à la recherche de clients de ce type-là, c'est un endroit idéal à y être. C'est clair qu'à l'instar des autres réseaux sociaux, LinkedIn permet de créer beaucoup de connexions. C'est ça. Mais aujourd'hui, de l'analyse que vous pouvez faire de ce qu'on constate avec cette utilisation au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est vraiment porteur? C'est probant pour les uns et les autres? Est-ce qu'on l'utilise véritablement pour son essence même? Non, pas du tout, mais c'est une opportunité. La preuve, pour étayer un peu votre raisonnement qui est pertinent, c'est que la plupart des profils sur LinkedIn sont des profils un peu comme des CV. Donc je mettrai Barthélemy Gué-Conan, ingénieur en communication digitale. Angeval mettrait master en communication, master en journalisme, qui n'est pas... donc il va l'utiliser comme un CV plutôt que de l'utiliser comme, j'ai envie de dire, comme un canal pour prospecter, pour trouver des clients pour son activité. Donc oui, pour répondre à votre question, LinkedIn n'est pas utilisé dans sa fonction première, qui est donc de créer la mise en relation. Qu'est-ce qui explique cela? D'abord, la méconnaissance donc, de l'outil. Donc, comme la plupart des réseaux sociaux, ce sont des fonctionnalités qui évoluent extrêmement rapidement. Donc si vous laissez LinkedIn pendant 6 mois, vous revenez, vous ne reconnaîtrez plus LinkedIn.
Il est un peu élitiste parce que quand on va sur LinkedIn, vous avez la plupart des personnes qui sont soit en costume, en costard, cravate. Et, donc ça ne donne pas envie forcément de chatter comme on le fait sur Facebook ou sur les autres réseaux. Donc son aspect un peu austère et élistif fait qu'on n'a pas forcément envie d'aller sur LinkedIn pour, voilà, qui freine un peu son utilisation en Côte d'Ivoire. Mais LinkedIn est un puissant, je le rappelle, est un puissant réseau qui permet de créer, créer du chiffre d'affaires en fait. Est-ce que peut-être c'est parce que aussi les populations, bien celles qui utilisent, n'ont pas cette interactivité-là qui existe chez d'autres réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, on est à l'heure de l'interactivité, on veut se parler, on veut rapidement échanger et tout. Non, ça existe, mais ça me fait penser à une de vos questions, je crois, lors des précédentes éditions, oui, qui demandait est-ce que tous les réseaux sociaux, se ressemblent? Il y en a tellement, est-ce qu'il faille être sur tous ces réseaux sociaux-là? En général, quand on va sur LinkedIn, le reflet, ce n'est pas de répondre à des emails, donc à des messages privés. Oui. Quand on va sur LinkedIn, très souvent, c'est pour partager son expertise, c'est pour voir est-ce qu'il y a une offre d'emploi qui peut m'intéresser dans mon secteur. Donc quand on va et qu'on reçoit ce n'est pas là-bas qu'on va chatter avec ses amis. Quand on veut chatter, on vient soit sur WhatsApp ou alors sur Facebook. Quand on va sur LinkedIn, c'est pouvoir avoir des opportunités professionnelles qui fait que si moi je suis dans une activité, je n'ai pas besoin forcément de changer d'emploi, je trouve que LinkedIn ne me sert pas. Alors finalement, au travers de ce que vous nous expliquez de LinkedIn, quelle est l'approche que vous préconisez pour pouvoir véritablement avoir des clients? Merci Alice. Alors la première des choses, c'est, comme je disais, la grosse erreur qu'on commet quand on va sur LinkedIn, c'est de ne pas avoir d'objectif. J'y vais pour quoi? Donc, dans le cas d'espèce, j'y vais pour chercher des clients. Mais je cherche des clients comment? Il y a 2021 profils de clients qui existent sur LinkedIn. Alors, quel est le profil qui m'intéresse? Ça m'amène à poser la question de quel produit je propose, quel est le problème social ou sociétal que je résous à travers mon offre. J'ai pris l'exemple tout à l'heure d'Alice, je peux prendre l'exemple de Hans qui serait peut-être un formateur en anglais ou bien en technique de prise de parole. Donc, il va se dire, bon, si je donne des cours en anglais, enfin des mises à niveau en anglais professionnel à des gens d'entreprise, quelles sont les personnes qui vont rentrer dans mon profil de client? Donc, ça va vous amener à faire ce qu'on appelle le mapping de cible, qui va dire, bon, écoute, si moi je veux donner des cours dans les entreprises, ceux qui m'intéressent, ce sont les directeurs d'entreprise, ce sont les directeurs des ressources humaines, qui sont les premiers, on va dire, les premières personnes à qui on s'adresse en entreprise si on va avoir des formations. Donc ça va vous amener à on va dire, élaguer, enfin, enlever certains profils de votre... Vous allez faire un tri. Exactement, vous faites un tri. Et donc, lorsque Angeval aura donc la liste des personnes, enfin, du profil qu'il veut toucher, il y a une fonction recherche qui est intégrée donc à LinkedIn. Donc, il va taper, par exemple, directeur des ressources humaines Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, LinkedIn va lui proposer l'ensemble des directeurs des ressources humaines de Côte d'Ivoire qui sont présents sur LinkedIn. Voilà, grâce à ce qu'on appelle des bots prospecting, qui est un puissant bot avec version payante. Mais déjà, la version gratuite peut permettre à Angeval d'extraire toute cette base de données. Ça peut être 1000 directeurs des ressources humaines. Donc, extraire cette base de données-là. Après, va venir la phase de comment je rentre en contact, comment Angeval va rentrer en contact avec ces différentes personnes-là. Vous avez 3 possibilités. Vous avez soit le contact direct, donc le contact qu'on appelle l'email, mais l'email, au niveau de LinkedIn, le format basique, donc l'offre basique ne vous permet pas d'envoyer, j'ai envie de dire, des messages privés directs. Si Alice ne fait pas partie de mes relations, je ne peux pas lui envoyer un email enfin, gratuit. Il faut que je paye pour pouvoir lui envoyer ça. Vous avez également les numéros de téléphone comme, on va dire, canal de contact. Mais quand on sait que la plupart des personnes qui vont très souvent ne mettent pas leur numéro de téléphone, donc ce n'est pas la bonne fonction. Mais ce que vous pouvez avoir, c'est leurs emails. Donc les emails vous permettent déjà de faire, comme on dit, une campagne d'emailing. Donc là, vous ressortez donc de LinkedIn, vous partez faire les mails classiques, vous avez votre message d'approche pour vendre votre produit. Et puis lui envoyer, donc c'est ce que vous avez parfois dans vos mails professionnels, vous avez certains messages qui viennent voilà, j'ai envie de dire, de structures que vous ne connaissez même pas, qui vous envoient. Mais c'est une technique que j'estime un peu spammante, c'est-à-dire que ça, en général, on n'aime pas lire ce type de mail. Donc la technique que je recommande, c'est la technique qui fait que si moi je veux entrer en contact avec Alice, ce que je fais, c'est de voir le profil d'Alice et voir ce qu'elle partage. Si moi je suis organisateur d'événements et que Alice est en train de partager, peut-être elle a participé à un événement ou bien a donné un avis sur un événement précis, je peux aller commenter
je commande, je donne mon avis, de sorte à créer... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ne s'intéressent pas à vos offres, ils ne s'intéressent pas à vos produits, ils s'intéressent à leurs problèmes, à leurs personnes, à leurs propres intérêts. Donc, je vais déjà montrer que je suis intéressé par Alice, par ce qu'elle écrit et tout, en commentant, en donnant mon avis. Si je l'ai fait 2-3 fois et que je le fais assez régulièrement, forcément, elle va identifier mon nom, de sorte que la prochaine fois, je peux si peut-être elle poste quelque chose qui est pertinent par rapport à mon offre, je peux lui proposer une séance tenante. Écoutez, je suis dans ce domaine-là. Donc, comme déjà, on a eu cette interaction sur ces postes, oui. Ça devient familier. Mon nom devient comme une espèce de... Voilà, quelque chose de familier. Et ça fait que... référencé. Exactement. L'exemple que j'aime prendre, c'est comme si vous partez dans la rue, hein, avec un bouquet de fleurs, une alliance, vous pouvez avoir peut-être une belle gueule, mais si vous rencontrez une dame et vous la demandez en mariage, c'est pas évident qu'elle vous dise oui, parce qu'il n'y a pas cette confiance-là. Donc, le premier contact sur LinkedIn, c'est de créer cette confiance-là, et la confiance se crée en commentant les posts, en montrant qu'on est intéressé parce que la personne partage, plutôt que d'aller directement faire une proposition d'offre et qu'on envoie dans l'email de la personne. Très souvent, on ne lit même pas. En montrant son intérêt, bien sûr, pour cette personne. Alors, on parle d'entreprise, on parle de type de commerce, surtout les commerces. Quel type de commerce peuvent utiliser cette technique de prospection? Alors, on est dans le B2B, on ne va pas sur LinkedIn pour vendre des chaussures, des paires de chaussures. Oui. Je n'imagine pas un directeur d'entreprise acheter 2000 chaussures pour ses employés. Donc, LinkedIn, c'est beaucoup plus le B2B. Quand on va, c'est pour décrocher des gros marchés. On parle de millions, on parle de centaines de mille. C'est pas juste pour vendre, j'ai envie de dire, en même temps, les commerçants aussi ont cette prétention-là de vouloir happer plusieurs millions. Donc, est-ce qu'il faut sectariser en tant que tel? Bien sûr, c'est en cela que je réponds encore une fois à la question d'Ange de la semaine dernière. Lorsqu'on a une stratégie, si mes produits s'intéressent à la fois, j'ai envie de dire, aux entreprises et aux particuliers, j'ai une présence sur Facebook pour tous ceux qui sont donc des particuliers, et puis j'ai une présence sur LinkedIn pour toucher les gros commerces. Mais il y a très peu de produits aujourd'hui qui ont cette possibilité-là. Donc ça veut dire que je choisis ma niche, je choisis en fait mon secteur donc, de clients, et j'y m'y mets. Donc, si, dans le cas d'espèce, je suis un organisateur d'événements, Alice, organisatrice d'événements, ce qui l'intéresse, ce n'est pas Barthélemy qui est sur Facebook, parce que je n'organise pas d'événements. Donc, c'est le directeur des ressources humaines ou alors le directeur commercial ou marketing ou le chef d'entreprise qui va l'intéresser. Donc, sa présence sur LinkedIn est celle qui est mieux pour elle. Alors, on remarque en même temps que sur ce réseau social en particulier, on a beaucoup d'annonces, on va dire, d'incitation à aller à différents niveaux. C'est ça. C'est payant, ça c'est clair. Bien sûr, c'est contrairement à d'autres, c'est clair qu'on utilise nos data, mais c'est mesuré, c'est ajusté à nos moyens. C'est ça. Mais comment lever ces restrictions-là pour pouvoir vraiment quand même profiter? C'est de la publicité d'abord. C'est de la publicité. Par exemple, sur LinkedIn, si moi je recrutais quelqu'un, il y a un profil, enfin il y a une formule payante qu'il faut. Je ne peux pas aller utiliser la fonction recrutement talent sans avoir payé donc cette fonctionnalité. On espère que ça va payer aussi derrière, parce que c'est comme un investissement. Il faut un retour. Finalement, le RSI. Bien sûr. Alors, les statistiques disent qu'on est autour de 2% de taux de conversion quand on fait ce type de campagne. Quand on a payé, généralement la fonctionnalité c'est 16 navigateurs, quand on a payé ou qu'on a fait une campagne, on est autour de 2%. Mais 2%, quand on parle de chiffre d'affaires de 2, 3, 4, 5 millions, ça vaut son pesant d'or. Mais aujourd'hui, je ne conseille pas, personnellement, je ne conseille pas la publicité LinkedIn à des petits commerces parce qu'elle est encore très chère. Elle n'est pas comme Facebook, on peut sponsoriser à 2-3 $. LinkedIn, il faut, pour avoir une campagne assez j'ai envie de dire, efficace, il faut être dans les 25 $, je ne sais plus combien ça fait, mais c'est assez cher. Mais les techniques simples comme créer du contenu, parce que ce qui marque sur LinkedIn, c'est de montrer son expertise. Si Angeval est formateur en anglais, il faut qu'il démontre qu'il a cette expertise-là à travers, en créant des contenus, ce qui marche, c'est des contenus natifs, c'est-à-dire qu'en créant des vidéos sur place sur LinkedIn et non pas faire des partages de liens, parce que LinkedIn est de sorte que les algorithmes très souvent des réseaux sociaux, lorsque vous commencez à partager des liens externes, donc vous amenez les utilisateurs sortis du réseau social, ils vous pénalisent. Donc vous créez déjà des contenus
sur place, donc ça peut être des petites vidéos de prononciation en anglais. Ça vous permet donc de montrer votre expertise, de sorte que demain, quand vous parlez à quelqu'un, écoutez, moi je suis formateur en anglais, vous avez cette compétence, donc cette présomption-là de compétence qui vous permet d'être légitime à parler de ça avec lui. Bien sûr, donc ne va pas sur LinkedIn qui veut. Exactement, c'est vraiment pour des professionnels, c'est pour les chefs d'entreprise, c'est pour les freelancers, c'est pour des personnes qui gèrent des structures, qui ont besoin d'avoir de gros clients, en tout cas des clients à l'échelle d'entreprise, pas juste pour avoir 1, 2, 3 clients pour acheter un t-shirt ou acheter... Finalement, on peut dire que c'est un réseau par prédilection de vente de compétences dématérialisées plus que d'articles en tant que tel. Exactement. Alors, ça peut être article, mais vraiment gros. Okay. Voilà, ça peut être un marché de gros, c'est comme un supermarché LinkedIn. C'est vraiment pour acheter des choses en gros, pas pour d'un certain montant. D'un certain montant, pas pour les business. Mais ça peut arriver, hein, ça peut arriver que, vous savez, on peut changer d'utiliser. Mais pour l'instant, les fonctionnalités de LinkedIn font que c'est plus pertinent de l'utiliser pour le B2B, donc d'entreprise à entreprise. Mais comme peut-être on verra la semaine prochaine, on a aussi cette possibilité de l'utiliser aussi pour la recherche d'opportunités professionnelles. Et on ne peut pas ne pas vous poser la question à savoir comment réagir, par exemple, lorsqu'on a des demandes pour rejoindre son réseau. C'est sur quelle base, sur quels critères il faut... Encore une fois, l'objectif. L'objectif. Si moi je suis sur LinkedIn pour me faire un réseau, pour monter en entreprise, enfin pour grimper en entreprise, que je veux quitter peut-être ma boîte et puis aller dans une autre boîte, je vais essayer de privilégier les personnes qui travaillent dans la boîte où je veux partir, ou alors qui ont le type de profil qui puisse me permettre d'être en contact avec ceux qui décident dans cette entreprise-là. Si je suis sur LinkedIn pour monter mon affaire peut-être de société digitale, ce qui va m'intéresser, c'est les chefs d'entreprise, c'est les freelancers, donc encore une fois, donc ces personnes qui vont m'envoyer ces connexions-là, je vais regarder le profil. Moi, je vois des gens qui vont choisir des gens qui n'ont rien à voir avec leur profil. On accepte à tout va, c'est pas pertinent. Encore une fois, l'objectif... Ça ne nous apporte pas grand-chose, finalement. Non, ça agrandit, ça grossit votre réseau, mais c'est pas... Ce qui conçu, c'est la qualité de votre réseau qui doit prévaloir. C'est un peu comme les TEDx, on va dire les grands... comment dire ça, les grosses conférences qu'on fait, je crois, la dernière fois, on en faisait à Bassam, oui, à Grand Bassam. Donc, ce qui compte, c'est le thème et puis la qualité des personnes qui sont présentes. Parce qu'on a une idée précise de ce qu'on veut, c'est de rentrer en contact avec cette personne parce que ça va nous permettre d'avoir un nouveau poste, ça nous permet de décrocher un marché et voilà. Merci, et c'est ça la particularité de LinkedIn. On en parlait à l'instant avec M. Barthélemy Gué-Conan, voilà, expert en digital. LinkedIn, votre partenaire dans la recherche des clients. Merci beaucoup. Excellente journée et surtout excellent mardi. Merci de suivre RTI 1 à toutes les personnes qui sont avec nous, bien sûr, depuis 6h25. Nous, on poursuit notre voyage au cœur des sujets que nous allons vous offrir aujourd'hui. Et si on parlait Côte citoyenne dans quelques instants. Effectivement, et le sujet qui va nous occuper dans quelques petites secondes avec Madame Georgette Kwasi-Bouan, directeur du civisme et de la citoyenneté. On restera un peu encore sur la toile pour parler de réseaux sociaux et de citoyenneté. Comment la citoyenneté se décline sur nos différents canaux digitaux. Elle nous dira au travers des questions que l'on lui soumettra. Bonjour Madame Kwasi-Bouan. Bonjour Madame Alice. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Heureuse de vous retrouver pour cette chronique-là. Alors, on parle de citoyenneté et de réseaux sociaux. Comment on arrive à imbriquer les deux en même temps? Pour nous, en fait, parler de citoyenneté des réseaux sociaux, c'est surtout parler de l'usage que fait le citoyen des réseaux sociaux. Comment est-ce que le citoyen doit s'exprimer? En fait, s'exprime sur les réseaux sociaux, le constat que nous faisons. Mais surtout, comment est-ce qu'il devait s'exprimer sur les réseaux sociaux? D'accord. Au fait, c'est l'utilisation, les comportements que l'on trouve sur les différents réseaux sociaux avec ce qui est conseillé, ce qui est motivé de faire dans la vie de tous les jours. Très bien. Alors, on poursuit sur le fait qu'on ait plusieurs comportements. Déjà, quel est l'état des lieux? L'état des lieux est quand même triste. Oui, c'est quand même triste parce qu'un citoyen doit pouvoir, en principe, dans les principes du civisme, doit pouvoir consolider la notion de l'État, doit pouvoir
avoir un comportement citoyen, avoir certaines normes, respecter certaines normes. Mais malheureusement, le constat que nous faisons sur les réseaux sociaux, nous avons des propos haineux, on nous parle de clash, nous avons des incitations à la violence, à la haine, nous avons la cybercriminalité qui est véritablement répandue, surtout au niveau de nos jeunesses. Et voilà, en fait, ces différents phénomènes-là font que nous devons véritablement nous interroger. Qu'est-ce que je dois dire sur les réseaux sociaux? Est-ce que je dois tout dire sur les réseaux sociaux? Est-ce que tout est bon à dire ou tout est bon à faire sur les réseaux sociaux? Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce sujet, on va quand même réveiller beaucoup d'esprits parce qu'on a tellement de mauvais comportements sur les réseaux sociaux. Donc, on en parle. Selon vous, peut-on considérer les réseaux sociaux vraiment comme un outil de citoyenneté pour amener à avoir un Ivoirien nouveau? Je me permets cette expression encore. Bien sûr. Pour nous, les réseaux sociaux devaient être en fait de véritables canaux de sensibilisation à l'appropriation même de notre citoyenneté. Je suis ivoirien, je parle en Côte d'Ivoire. Oui. Quelle attitude je devais avoir? Ça devait être un canal pour pouvoir parler, en fait, de sensibiliser, par exemple, sur l'hygiène environnementale, sur l'hygiène routière, par exemple, sur les notions de civisme même en général. Par exemple, nous avons une activité citoyenne. Aujourd'hui, on décide de venir à la RTI, d'assainir la RTI. On dit, bon, on lance sur les réseaux sociaux, à chacun son balai, à chacun son râteau. Nous allons, qu'on appelle ça, rendez-vous à la RTI. Je pense que ça peut se partager. Lorsque, par exemple, en termes même de solidarité, la pouponnière de Yopougon a véritablement besoin de l'aide, voilà, qu'on appelle ça, de denrées pour nos bébés, oui. Action citoyenne, que chacun de nous apporte quelque chose, rendez-vous à la pouponnière, mardi, voilà. Je pense que c'est véritablement... ce genre de message. Voilà. Mais tout récemment, même je pense sur Facebook, ils ont partagé en fait l'altruisme d'une dame. En fait, une dame qui vendait de la banane braisée et qui mettait à disposition quelques bananes pour ceux qui n'en avaient pas. Et puis le message, si vous ne pouvez pas acheter, vous prenez. Si vous pouvez acheter aussi, mettez à disposition soit une banane ou bien de l'argent pour ceux qui n'ont pas la possibilité. Je pense qu'en fait, ce sont ces genres de messages, ce sont ces publications-là qui devaient véritablement paraître sur nos réseaux sociaux. Et non des propos haineux. Vous avez souvenance en 2019 de ce père de famille de 31 ans qui avait appelé au meurtre des enfants de gendarmes. Pourquoi? Et en fait, malheureusement, son message a porté parce qu'il y a eu quand même le décès d'une jeune fille. Et heureusement aussi que l'État de Côte d'Ivoire a pris qu'on appelle ça, cette disposition pour pouvoir véritablement emprisonner ce monsieur-là avec 12 mois de prison ferme, avec une amende qu'il a écopée. Je pense que c'est, en fait, voilà, on ne devait pas arriver à ce genre de message. Derrière son écran, on se dit on est seul. Mais malheureusement, ce que nous publions impacte sur notre société, impacte dans la vie des autres. Et donc, je pense qu'on devait pouvoir contrôler le minimum, c'est-à-dire avoir une responsabilité citoyenne, s'auto-censurer, dire qu'est-ce que je dis sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je dois faire, quel message je lance. En même temps, pour rester sur le sujet et quand même partir dans le virtuel, qu'est le réseau social par essence, ils ont des fonctionnalités vraiment différentes que ceux que peut-être vous préconisez, quoique chacun vient avec son éducation. Voilà. On a par exemple des partages de vidéos, des partages de photos, des expressions ou des prises de parole sur différents sujets. On ne peut pas peut-être forcément avoir que des actions sociales. Non. Mais c'est d'inciter au bon ton aussi, à la manière. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous préconisez ou qu'est-ce que vous faites véritablement? Concernant même les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est véritablement une ouverture. Hein. On a parlé avec LinkedIn tout à l'heure du volet commercial, au niveau professionnel même. Concernant le niveau professionnel, j'aimerais rappeler aux jeunes que toutes nos publications, quoi qu'il advienne, un jour ou l'autre, nous rattrape. Parce que
les professionnels du métier nous disent que quand on va postuler dans une entreprise, avant même qu'on arrive et que déjà qu'on a notre CV au sein de l'entreprise, on a déposé le CV, qu'on nous appelle pour un entretien, ils regardent déjà toute notre background concernant nos publications, tout ça. Et on se dit que quelqu'un qui fait de très bonnes publications par rapport voilà, anciennement, cette personne-là, elle aura de bons points. On s'arroge des chances déjà au préalable par rapport aux réseaux sociaux. Aussi, j'aimerais aussi intervenir sur certains prophètes. Malheureusement, nous voyons en fait maintenant des prophètes sur les réseaux sociaux qui annoncent en fait des cataclysmes. Je pense que en fait, ce ne sont pas des endroits indiqués pour pouvoir faire ce genre de prophétie. Voilà, pour nous, le réseau, on doit véritablement valoriser, en fait, profiter en fait de ce moyen, ce puissant canal-là de communication, faire du commerce, chercher du travail, véritablement partager les opportunités, mais surtout en tant que citoyen, pouvoir véritablement porter des messages pour éduquer nos populations, sensibiliser nos populations, prendre conscience du développement durable. Il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles, véritablement, on pourrait communiquer en tant que citoyen. Alors là, vous abondez dans une démarche incitative hein, pour pouvoir assainir les comportements qu'on a sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, j'ai envie de vous poser la question de savoir, à votre niveau structurel, qu'est-ce qui est fait? Puisque c'est vrai que ce sont des géants du digital, pardon, et au niveau étatique, qu'est-ce qui est fait pour une collaboration pour que de plus en plus, par exemple, quand on a des comportements qui ne sont pas idoines, on ait quand même quelques fonctionnalités pour pouvoir bannir ces personnes-là, tout simplement, parce qu'il y va de l'information des masses. Bon, au niveau étatique, il faut rappeler la loi de 2013, en fait, qui lutte contre la cybercriminalité. Cette loi, elle est en vigueur depuis 2013 en Côte d'Ivoire. Il y a eu aussi l'identification même de tous les usagers des téléphonies, pour qu'on puisse savoir tracer. En fait, parce que très souvent, les gens se cachent derrière, ils se disent qu'on ne me connaît pas. Mais aussi l'identification des cyberespaces pour pouvoir aussi tracer ces jeunes-là qui vont dans ces cyber-là pour faire de la cybercriminalité. Aussi, je pense qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation quand même concernant l'État de Côte d'Ivoire avec le ministère de la Communication par rapport aux fake news. Tout récemment, je pense qu'on a beaucoup communiqué là-dessus. Concernant même nous en particulier, le secrétariat d'État chargé du service civique, nous avons eu à former les jeunes blogueurs. C'est des personnes influentes sur des réseaux sociaux. Voilà, pour pouvoir, sur les notions de civisme et de citoyenneté. C'est quoi le civisme, la citoyenneté? Quels sont les symboles identitaires de la République? Quel comportement citoyen avoir pour que ces personnes-là soient des relais sur leurs différents réseaux sociaux puisqu'ils sont suivis. Ce sont des personnes influentes. Et donc, pour nous, c'était bon de pouvoir former ces... Comment vous évaluez, après coup, la formation, l'impact que cela a eu sur, on va dire, le système digital? Bon, pas simplement par rapport à la formation, mais je pense que ces blogueurs-là, en tout cas, ont fait ce relais-là. Nous avons regardé leurs différentes pages, ils ont fait ce relais-là. Mais je pense que par rapport aux différentes actions posées par l'État ivoirien, quand même chacun de nous se dit « Ah, il faut que je puisse adopter un certain comportement, avoir une certaine retenue quand je publie quelque chose, quand je diffuse quelque chose. » Alors, on parle de comportement, une certaine retenue. Vous avez évoqué tout à l'heure les clashs. Est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, les jeunes surtout, doivent comprendre que lorsqu'ils se permettent même de faire le soi-disant clash avec des mots où on insulte même les parents et tout, on pourrait avoir, eh bien, on peut être réprimandé, par exemple? Bien sûr. Je parlais tout à l'heure de la loi de 2013. Oui. Et donc, en fait, les injures, tout ça, en fait, il y a des sanctions, il y a des peines de prison pour cela. Il y a des amendes à payer. Oui. Moi, je proposerais en fait aux jeunes Ivoiriens de faire des clashs, qu'on appelle ça utiles. Des compétitions, des scènes voilà, compétitions. De scènes compétitions. Il y a le concours, par exemple, de l'art oratoire.
Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une classe sur, en fait, en art oratoire, où chaque jeune, c'est-à-dire quand il discute, en fait... Voilà. On appelle des battles. Voilà, faire ce genre de battle. Ils sont loin de là. Voilà, c'est véritablement... oui, en fait... Ils vous attendent à la porte. Non, ce genre de battle, on se dit que ça nous valorise. Oui. Aussi, ça nous permet véritablement de nous exprimer, de montrer en fait notre culture, notre niveau intellectuel. Je pense que ces genres de clash-là sont préconisés en lieu et place des injures. Honnêtement, quand vous finissez de proférer en fait ce genre d'injures, ce genre de paroles, des choses qu'on n'ose même pas entendre, quand vous sortez dans la rue, comment est-ce que vous vous présentez? Il faut dire... ce qu'on peut dire au niveau des réseaux sociaux, il faut se dire que si je peux dire cela sur les réseaux sociaux, publiquement, quand on va m'appeler, je pourrais aussi le dire. Donc, en fait, il faut véritablement de la retenue. Oui. Et il faut un gros changement de mentalité. Il faut un changement de la mentalité. Nous sommes des citoyens. Nous appartenons à un État. Nous sommes sous la loi d'un État. Et donc, on se dit que violer, en fait, la réglementation, les lois, implique aussi, qu'on appelle ça, des sanctions. Et donc, il faut s'attendre en fait à ces sanctions-là. Surtout quand je vois des jeunes femmes, je m'excuse si je parle des femmes, mais en fait, c'est aussi des jeunes femmes, des mères de famille. Qu'est-ce qu'après dira votre enfant? Parce qu'en fait, malheureusement, ça ne s'efface pas. Tout reste. Tout reste. Ça ne s'efface pas de sitôt. Et donc, qu'est-ce que va dire votre enfant demain? Comment est-ce que ses amis vont en fait vous regarder? Il y a eu même certains mariages qui n'ont pas eu lieu. Parce que malheureusement, soit la jeune fille ou bien le jeune homme, en tout cas, avait une posture, certains propos. Et la belle famille a dit, ah non, j'ai regardé, c'est pas bon. Oui. Vous comprenez? Donc, il faut véritablement faire attention à ce que nous dit que ça peut nous suivre partout. Tout à fait. Nos comportements sur les réseaux sociaux, comme dans la vraie vie, ça devient comme des marques indélébiles sur notre parcours. Il faut donc faire preuve de beaucoup de responsabilité, qu'importe le lieu où nous trouvons. Merci infiniment, Madame Kwasi Bouan, d'être passée ce matin sur le plateau de Matin Bonheur pour nous parler des réseaux sociaux et de la citoyenneté. Nous, on va abonder maintenant dans la dernière ligne droite de cette émission et parler de droit avec Maître Vanessa Ba-Leroux. Merci. Une dame appelle une autre pour un autre sujet. On parle droit maintenant. Alex l'a dit tout à l'heure. Maître Vanessa Ba-Leroux, voilà, avocate avec elle. État civil, définition, fonctionnement et procédure. On va voir si chez vous à la maison, vous avez toutes les pièces qu'il faut. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour, maître. Bonjour, madame. Alors, on parle d'état civil. Déjà, avoir la définition de l'état civil pour tout le monde. Alors, l'état civil, c'est toutes les informations qui vont concerner l'état des personnes, c'est-à-dire la naissance, le décès et tout ce qui intervient entre les deux, c'est-à-dire la vie des individus. Mariage et toutes les choses qui vont concerner le changement de nom, etc. C'est ça l'état civil. Et donc l'acte civil? L'acte d'état civil, civil. C'est l'acte qui matérialise toutes ces informations-là. L'identification des personnes, le lieu de naissance, la date de naissance, les noms, prénoms, ainsi que la filiation. Donc, qui sont les parents, où est-ce que les parents eux-mêmes sont nés, ainsi de suite. Alors, de cette définition et de toutes ces déclinaisons-là, ces documents-là constituent des documents juridiques de facto? Tout à fait. Tout à fait, parce que ce sont des documents qui sont établis par l'administration ivoirienne pour toutes les personnes qui sont nées sur le territoire ivoirien, qu'elles aient la nationalité ivoirienne ou non. Et non seulement ils sont établis et gérés par l'administration ivoirienne, mais c'est sous la surveillance des juridictions dans la circonscription où les actes sont établis. Donc par exemple pour Abidjan, tous les actes qui sont établis sur le ressort du district d'Abidjan vont être sous la juridiction du tribunal d'Abidjan. Donc le plateau pour toutes les communes, sauf Yopougon qui a son tribunal autonome. Alors, pour une meilleure compréhension, pour nos téléspectateurs et pour nous-mêmes, quels sont les types d'actes civils que nous avons en Côte d'Ivoire, ou bien combien nous en avons? Alors, vous avez le premier d'entre eux, on va dire ça comme ça, qui est l'acte de naissance. Ensuite, vous avez, bon, ça fait partie de la vie malheureusement, l'acte de décès. Et au milieu, vous avez les actes de mariage.
Et vous avez aussi, bon, je vous en avais parlé lors d'une précédente émission, vous avez aussi le divorce qui va apparaître sur l'acte d'état civil, parce que si vous voulez, c'est le parchemin qui suit les individus tout au long de leur vie. C'est clair que l'acte civil ou l'état civil prend en compte tous les points de la vie et même après la vie d'un individu. Aujourd'hui, vous nous parlez de différents points focaux pour pouvoir les établir sur notre territoire. C'est clair qu'il y a un travail qui est fait au niveau des juridictions pour que ce soit décentralisé. Mais quel est l'état des lieux par rapport à l'affluence et à l'utilisation et l'usage de ces leviers-là? Alors, si vous voulez, l'idéal, ce que prévoit la loi, c'est que tous les actes d'état civil soient déclarés à l'administration. Mais sur le terrain, on constate malheureusement qu'il n'y a pas forcément, que ce n'est pas forcément le cas. Donc, il y a des aménagements qui sont prévus par la loi, il y a des délais qui sont offerts pour procéder à ces différents actes-là. Et au-delà des délais, en fonction des actes, il y a une possibilité de se tourner vers la justice pour pouvoir régulariser la situation de l'individu. Par exemple, pour ce qui concerne les naissances, vous avez un délai de 3 mois pour procéder à la déclaration de naissance de l'enfant. Donc ça permet de résoudre les difficultés en matière de naissance dans des lieux qui sont éloignés du lieu où sont répertoriés les actes d'état civil. Donc pour les naissances, vous avez 3 mois pour la déclaration et pour les décès, c'est 15 jours. Et au-delà de ces délais, vous ne restez pas comme ça sans solution. Vous pouvez vous tourner vers les juridictions et faire ce qu'on appelle des requêtes, c'est-à-dire demander au tribunal de vous autoriser à déclarer la naissance au-delà des 3 mois ou à déclarer le décès au-delà des 15 jours. Alors, maître, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait expliquer, peut-être que vous avez des éléments de réponse, qu'est-ce qui pourrait expliquer aujourd'hui que des gens n'ont pas d'acte de naissance? Par exemple, il y a des enfants jusqu'à un certain âge qui n'ont pas d'acte de naissance. Ils sont apatrides. Voilà, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Alors, je vais juste revenir sur le mot que vous avez utilisé et je répondrai à votre question. Il y a une différence entre l'apatridie et le défaut d'acte de naissance. Si vous n'avez pas d'acte de naissance, vous n'avez pas d'identité, vous n'êtes pas identifié par l'État de Côte d'Ivoire comme personne née sur le territoire ivoirien. Ça pose un problème puisque de l'acte de naissance, vous avez la possibilité d'établir tous les documents afférents. Quand vous voulez faire un certificat de nationalité, il vous faut un acte de naissance. Quand vous voulez inscrire un enfant à l'école, il faut un acte de naissance. C'est pour ça que ça pose un problème, effectivement, quand les déclarations ne sont pas faites à temps. Maintenant, ce qui peut justifier, alors je ne sais pas, c'est peut-être l'éloignement ou la négligence qui cause ce défaut de déclaration-là. Mais toujours est-il que, je crois, en 2019, selon les statistiques que j'ai pu consulter, qui ont été établies par le ministère en charge de l'administration du territoire, on était autour de 55% de taux de déclaration des naissances. Donc c'est clair qu'il y a un gros gap. Il y a Absolument. Une proportion de population qui se retrouve dans le néant, finalement. Absolument. Qu'est-ce qui est fait pour rattraper cela? Alors, depuis 2018, il y a eu une loi qui a été prise qui permet de déclarer les naissances, même tardives, et même de rétablir les identités. C'est-à-dire que vous avez des cas où des personnes ont eu à utiliser, parce qu'elles n'avaient pas d'acte de naissance, l'acte de naissance d'un tiers, ou alors à se faire établir un faux acte de naissance, parce qu'ignorant la loi, elles ont cru pouvoir faire les déclarations hors délai. Alors ça peut être considéré par les autorités comme étant un faux. Donc il y a une loi de 2018 qui est venue rétablir cela et qui permet de rétablir son identité. C'est-à-dire que même si vous avez utilisé un acte de naissance qui ne vous appartenait pas ou si vous avez fait établir un faux acte de naissance, vous avez la possibilité de retourner devant le juge, faire à nouveau ce qu'on appelle une requête et solliciter du juge qu'il vous rétablisse dans votre identité réelle. Alors, si vous avez un vrai acte de naissance, vous dites, bon, monsieur le juge ou madame le juge, voilà, j'ai utilisé cet acte de naissance depuis tant d'années et maintenant, je voudrais récupérer ma véritable identité, celle de Vanessa Ba-Leroux, alors que je me faisais, par exemple, appeler, je ne sais pas moi, Vanessa Akwasi. Et donc, le juge, ce qu'il fait, c'est qu'il va analyser les deux documents, il va demander, faire l'instruction du dossier et vérifier quelle est la véritable identité. Une fois qu'il a établi quel est le véritable acte qui correspond à l'individu qui fait la demande, à ce moment-là, l'autre acte sera frappé de faux et il lui sera fait interdit. Comment? C'est soumis d'aucune sanction?
Parce que, bon, on peut se retrouver dans un cas d'usage de faux. Absolument, c'est un cas d'usage de faux, mais la même loi prévoit une amnistie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de poursuite si vous allez faire cette procédure-là. C'est prévu. En même temps, par maître, la loi. on est à la télévision, il faudrait qu'on puisse situer les choses. On ne va pas prendre l'acte de naissance de quelqu'un et puis aller commettre des infractions, et puis après revenir à son identité de base. Non, non, non. Alors, ce qui se passe, c'est que, par exemple, vous avez... ce que prévoit la loi, c'est que pour éviter, parce qu'il y a une phase d'identification, un processus d'identification pour l'établissement et l'attribution d'un numéro unique d'identité pour chaque Ivoirien et chaque personne résidant sur le territoire. Et ça, c'est administré par l'administration que vous connaissez tous, qui s'appelle l'ONESI, l'ancienne ONI. Donc, dans le cadre de cet élan-là, de ce processus de régularisation et d'identification des individus, il y a cette loi qui est intervenue en 2018 et qui propose une amnistie. Alors non, il ne s'agit pas d'aller prendre un acte de naissance qui ne nous appartient pas, commettre des impairs, des infractions et venir ensuite demander au juge. C'est pour ça qu'il y a une instruction du dossier qui est menée et qui permet d'établir ce qui s'est réellement passé avec cette identité-là. Bien entendu, le juge va faire les vérifications idoines, les vérifications nécessaires. Et s'il y a eu des infractions, bah, vous allez quand même être sanctionné. Vous bénéficiez d'une amnistie uniquement pour l'utilisation concomitante, par exemple, de 2 actes de naissance, celui d'une autre personne et le vôtre, ou alors un faux acte de naissance et le vôtre. OK. Alors, merci pour ces précisions. Hein. Donc, il ne faut pas se permettre des actes... La rigueur de la loi sera appliquée. Bien sûr. Alors, on va rester dans le caractère informatif de cette émission. On parlait des dates de naissance là à l'instant. Alors, quelles sont les démarches à faire pour, par exemple, établir un acte de décès, par exemple, les démarches à faire? Alors, il faut se présenter devant un officier d'état civil ou un agent d'état civil. Où le trouve-t-on? En général, en mairie, s'il s'agit de communes, ou bien à la sous-préfecture. Alors, on se présente à la personne avec, bien sûr, le certificat de décès qui a été délivré par un médecin pour attester que la personne est véritablement décédée, et les éléments d'identification, donc une pièce d'identité du défunt, mais aussi du pétitionnaire, c'est-à-dire de la personne qui va faire la déclaration. Et à ce moment-là, les informations relatives au décès, c'est-à-dire le lieu du décès, la date du décès, l'heure du décès, seront portées sur l'acte. Et cet acte-là sera lui aussi mentionné dans le registre d'état civil, c'est-à-dire le document qui compulse tous les différents actes qui sont dressés au niveau de la circonscription, donc de la mairie ou de la sous-préfecture. Alors ça, c'est pour la procédure pour pouvoir établir un acte de décès. Vous avez parlé de plusieurs types d'actes d'état civil. On a l'extrait de date de naissance. Je suppose que c'est le même cheminement aux mêmes personnes. C'est ça. La naissance doit faire l'objet d'une déclaration. Donc, comme je vous l'ai dit, dans un délai de 3 mois à compter de la naissance. Et là, il faut être muni du certificat de naissance ou du carnet qui est délivré au lieu de naissance, donc à l'hôpital ou à la maternité où l'accouchement a eu lieu, et se présenter à l'officier d'état civil, soit le père en général, ou la mère, ou alors ça peut être, si la mère est empêchée, la personne chez laquelle la mère se trouve au moment où elle est allée accoucher. Ce sont les cas qui sont prévus par la loi. Pour les personnes qui ne sont pas mariées, la reconnaissance du père, elle n'est valable que si c'est lui-même qui se déplace pour aller effectuer la déclaration de naissance. Donc, si vous n'êtes pas marié, que vous vous présentez, que la maman se présente seule devant l'officier d'état civil... Même avec la pièce d'identité de l'auteur? Il faut qu'il se déplace en personne. Présumé? Oui, tout à fait. Absolument. Vous avez raison de faire la précision, puisque c'est une présomption, effectivement. Oui. Donc, il faut que le père se déplace en personne à la mairie de naissance pour effectuer la naissance, pour que la reconnaissance soit valide aux yeux de la loi. Donc, soyez présent à l'accouchement et puis dans le délai de 3 mois. Absolument. Pour reconnaître vos bambins. Alors, on a la vie. Mais avant de mourir, on a d'autres papiers qu'il faut faire, notamment quand on se marie ou quand on divorce. Alors, le mariage à la mairie, le divorce chez les juges, comment établir ces différents documents et puis après qu'il y ait une concordance dans ces papiers? Alors, concernant le mariage, la mention, elle est portée au registre d'état civil automatiquement, puisque vous vous mariez, par exemple, nous sommes à Cocody, vous allez vous marier à la mairie de Cocody, l'officier d'état civil va reporter votre mariage, toutes les informations relatives aux époux, à leurs témoins, etc., sur le registre d'état civil. Ce qui va permettre, à chaque fois que vous allez vous présenter et demander un acte, de pouvoir vous le transmettre. Maintenant,
pour ce qui concerne les actes de naissance, pour les personnes qui sont nées en Côte d'Ivoire, il faut communiquer à la mairie de naissance ou à la sous-préfecture du lieu de naissance l'acte de mariage pour qu'il puisse être porté en marge de l'acte de naissance de la personne qui s'est mariée. Exactement. Donc, dans l'idéal, ça devrait se faire automatiquement, mais pour certaines contrées un peu reculées, il faut faire la démarche de toute façon. Vous allez peut-être revenir sur la procédure pour établir un acte de naissance lorsqu'on a envie, par exemple, de changer de nom ou bien d'ajouter un nouveau nom. Oui, tout à fait. Alors, bon, pour toutes ces procédures où on fait intervenir les juges, le mieux, c'est quand même de s'attacher les services d'un avocat. Pourquoi? Parce que il va vous permettre, ce professionnel du droit va vous permettre d'avoir l'information la plus juste et la procédure idoine qui va vous permettre d'aboutir au résultat que vous recherchez. Oui. Pour le changement de nom, c'est vrai que ça entraîne une modification de l'état civil et là, il faut demander au juge. Il faut avoir un intérêt qu'on appelle légitime, c'est-à-dire il faut avoir une bonne raison de changer de nom. Ça peut être par exemple parce que au moment de l'établissement de votre acte d'état civil, il y a eu une inversion des noms. Un de vos prénoms, par exemple, a été pris à tort comme votre patronyme et votre patronyme est passé en prénom, par exemple. Donc, ce qui crée une dichotomie entre vous et vos frères et pose une question, par exemple, au moment du décès des parents, pour établir la succession, il faut prouver votre filiation. S'il y a une dissonance, ça peut poser problème. Et même pour la vie quotidienne, cette inversion de nom-là peut vous poser un problème. Vous avez besoin de changer un prénom parce qu'il est infamant ou parce que vous avez un intérêt légitime qui est apprécié par le juge. Donc dans ces cas-là, comme je vous ai dit, vous prenez attache avec un avocat qui saura vous guider, rédiger faire toutes les écritures qui vont vous permettre d'obtenir le résultat que vous recherchez. Vous parlez d'écriture, je souris parce qu'en même temps, ça demande beaucoup de papier. Objectif carbone, où en sommes-nous aujourd'hui avec la digitalisation? Donc la digitalisation, c'est un vœu, c'est un souhait pour tout le monde parce que ça va dans l'intérêt de l'environnement et puis c'est pour une meilleure administration de la justice. Donc c'est un peu, si vous voulez, en ce moment, c'est mixte. Donc vous avez la production de documents parce que vous êtes dans des procédures judiciaires et vous avez besoin d'attester de documents, etc. Donc il y a encore beaucoup de papier. Et aussi, les usagers du service public de la justice, malheureusement, ne sont pas tous munis d'outils informatiques ou ne serait-ce que de smartphones qui permettraient de recevoir des avis de manière dématérialisée, mais on y va progressivement. Donc les tribunaux sont équipés, en majorité sont équipés d'outils informatiques, donc c'est mixte. Vous avez les bases de données informatiques, mais vous avez encore beaucoup de papier. Et cela, en même temps, aussi révèle la problématique des mises à jour. Par rapport aux documents, on a quand même souvenance des fois de personnes qui, par exemple, se marient dans une circonscription et du fait qu'on n'ait pas peut-être invalidé leur mariage ou déposé un document stipulant qu'elles ne sont plus mariées, elles se marient aisément dans d'autres lieux. Pourtant, c'est hors la loi, ça. Tout à fait, c'est vrai. La bigamie, en tout cas, voire même la polygamie, ne sont pas autorisées par notre législation. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a un processus d'identification et d'attribution d'un numéro unique à tous les individus qui sont nés et qui établissent des actes d'état civil sur notre territoire. Et on va bientôt arriver à grâce à cette identification unique-là, on va bientôt arriver à centraliser toutes les informations concernant l'état civil des Ivoiriens et des personnes qui résident sur le territoire et permettre d'empêcher ce type de pratiques-là, en tout cas de les réduire. Bien sûr. Alors, presque au terme de nos échanges, que devons-nous retenir aujourd'hui sur le sujet? Alors, sur l'état civil, il est indispensable pour que chaque individu puisse avoir un état civil qui soit fiable. Il faut vraiment aller déclarer les enfants en mairie ou à la sous-préfecture quand ils naissent. Ça permet de simplifier les choses, ça permet de les inscrire à l'école, ça permet de bénéficier par exemple des allocations familiales, pourquoi pas, et ça met vraiment à l'abri de toutes sortes de déconvenues. Voilà, donc il faut déclarer les enfants. J'encourage vraiment tous et chacun à procéder à ces déclarations-là.
Merci infiniment, maître. Avoir une identité, c'est très important pour sa vie et pour rester équilibré en société. On espère que vous avez eu toutes les bonnes informations pour pouvoir établir désormais vos actes civils. Nous, on a été heureux d'être en votre compagnie. Et bien sûr, on va vous retrouver demain, encore plus en forme. Demain, c'est mercredi, donc on va parler famille, un sujet que tu aimes bien aussi. Bah oui, famille, justement. J'aime, voilà, famille, j'aime très bien. J'ai ma première qui a 14 ans aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire du côté de Nancy. Oui, allez, nous on vous dit merci. On a été ravis d'avoir été avec vous. On espère que vous avez pris bonne note de tout ce que nous vous avons donné. C'est un gros bonheur d'être avec vous chaque matin à 6h25. Que Dieu vous garde. Ciao.